temps de questions qui vous sera réservé. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez poser vos questions sur le chat et n'hésitez pas à partager le webinaire, l'AppPod avec vos contacts, vos réseaux pour que beaucoup de personnes puissent profiter de ce AppPod. Alors, Thérèse, je te laisse parler avec nos internautes, ceux qui sont connectés avec nous, pour les saluer. Après, on va passer à Inès qui va se présenter un peu. Ok, salut la famille. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et surtout d'être co-host avec Wilfried, bien sûr, et de discuter sur des sujets qui ont à faire avec la science et comment le faire marcher en Afrique. Parce que comme on a souligné dans notre premier épisode, l'importance des hacks, qui est le point vers une recherche qui est productive, quoi. C'est qu'on doit amener les chercheurs à amener plusieurs jeunes à s'intéresser à la recherche, mais plus amener les chercheurs à expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'est la recherche. Parce que nous avons découvert que la réalité, c'est que c'est comme si en Afrique, la majorité des jeunes ont peur de la recherche. C'est pour ça que nous avons créé AppPod. AppPod, c'est un événement qui se tient, je ne sais pas si il est mensuel ou c'est mensuel. Généralement, ça va être mensuel. Et sur les AppPod, nous allons amener des invités. Comme la dernière fois, nous avons amené Emeline, qui est chercheure en microbiologie, je pense. Elle recherche dans les microbes. Aujourd'hui, nous augmentons encore les flammes, nous augmentons encore le feu. Nous amenons un doctorant en sciences et ingénierie des matériaux de l'université de Abdel Malek et Saadi. C'est ça? Il s'appelle Ilyas Korodou, c'est ça? Et je vais laisser le temps à Ilyas de se présenter et vous dire à peu près qui est Ilyas et comment est-ce que nous sommes arrivés où nous trouvons Ilyas, par exemple au Maroc. Nous savons que tu n'es pas marocain, bien sûr. Tu veux dire il y a tout un trajet de combattants, parce que en étant au Maroc, je sais le parcours que toute personne mène pour arriver au Maroc est toujours unique. Donc, Ilyas. Et tout d'abord, merci. Déjà, merci à Wilfried pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Africa Research Center. Franchement, ça fait toujours plaisir toujours de discuter des sujets qui concernent la science, la recherche notamment. Bon, sans plus tarder, moi c'est Ilyas Korodou, je suis togolais et puis doctorant à la FST de Tanger. Ouais, bon, c'est tout ce que je peux dire ici. Après tout, ma venue ici, c'est ça? Ta petite histoire. Bon, après, je vais dire que je suis venu ici au Maroc par le biais de l'AMCI. Ouais, l'agence marocaine de coopération internationale. Donc je suis bien évidemment le fruit d'une coopération entre le Maroc et puis mon pays, qui est le Togo. Maintenant, bon, après, quand je suis venu ici, dans un premier temps, j'ai fait le BCG, biologie, chimie, géologie. C'est un tronc commun à la FSC, toujours dans la même faculté. Oui, de Tanger, toujours dans la même faculté. Après, bon, j'ai continué en licence en technique d'analyse chimique. C'est une licence qui concerne tout ce qui est technique d'analyse, des caractérisations des matériaux. Okay. Et justement, après, j'ai fait un master en génie des matériaux. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus la plastiologie et la métallurgie. Okay. Ouais. Et bon, mon attrait pour la recherche m'a conduit à opter pour un doctorat, bien évidemment en sciences et ingénierie des matériaux. Okay. Et le master aussi c'était à l'étranger? Oui, tout mon parcours, je suis le fruit Et tu peux nous dire, c'est quoi qui t'a particulièrement attiré vers la recherche? Qu'est-ce qui était le point culminant qui t'a fait que bon, je décide de faire la recherche plutôt que de passer en industrie? Bon, pour moi, en fait, quand j'avais fini un master, j'avais toujours cette soif de... C'est comme si ce qu'on m'enseignait, ça ne suffisait pas. Tu vois? C'est-à-dire, pour moi, un professeur qui a le doctorat, qui va venir, qui est rempli de connaissances, qui est rempli de sciences, donc il a le doctorat, c'est lui qui enseigne. Il va juste venir faire des résumés et lui donner comme pour tout ça.
Donc après, avec ces résumés, tout ça, etc., moi, je serais amené peut-être avec un bac plus 5 à aller en industrie, appliquer tout ça. Moi, je me disais que non. En fait, il y avait quelque chose. Je pouvais contribuer encore dans mon domaine plus que ça, plus que ce qu'on m'enseignait, plus que les résumés que les profs sont venus me donner comme cours pour obtenir ce bac plus 5. Tu vois, donc c'était un peu cet esprit. C'était un peu, genre, on peut dire la soif de exactement, la soif de connaissance. En fait. Exactement. De produire une certaine connaissance. Exactement, de produire dans mon domaine. C'est ce qui m'a poussé. J'avais parlé de votre domaine. J'avais parlé de votre domaine. Et puis, vous avez parlé aussi que c'était un tronc commun. Vous avez fait comment avant d'entrer dans la métallurgie? Bon, en fait, le tronc commun, d'abord, l'objectif du tronc commun, c'était de te donner des connaissances solides pour pouvoir continuer tes études supérieures. Donc, quand j'ai fait le tronc commun, c'était en biologie, chimie, géologie. Donc, j'avais en fait cette affinité envers la chimie, parce que la chimie m'intéressait, je voulais comprendre la matière, tout ça, etc. Donc, ce qui m'a poussé à choisir la licence, qui est technique d'analyse chimique. Donc après, au niveau de la licence également aussi, il y avait des déclics. Il y avait des déclics forcément. Il y avait des trucs que j'ai cherché à mieux comprendre. Et là, quand j'ai trouvé des réponses à mes questions, là pour moi c'était de m'orienter vers la plasturgie et puis la métallurgie. Je pose des questions là parce que quand on parle des concepts, des grands concepts comme métallurgie, minéralogie, c'est facile à penser qu'on connaît ce qu'il s'agit, mais on ne connaît pas généralement. Et généralement, comme vous avez expliqué, sûrement c'est plus chimique que géologie. Parce que moi, je pensais que c'était plus géologie que chimie. Non, c'est le mélange des deux. C'est pas la géologie, ça n'a rien à voir avec la géologie. Après tout, on peut rentrer dans la géologie si peut-être on a des matières, parce qu'après tout, la science des matériaux, on parle de la matière. Donc si on a des matières au niveau de la géologie, la science de la géologie, on peut s'y pencher, mais ça n'a rien à voir avec la géologie. Ça a beaucoup plus à voir avec la physique, la chimie et puis la mécanique. Pour créer des nouveaux matériaux ou vous avez parlé de la plasturgie? Oui, la plasturgie. Oui. Bon, en fait, il y a des matériaux concrets, il y a des matériaux qui existent à l'état naturel et qu'on utilise en fait pour en faire des produits utiles pour les gens. En quelque sorte, on cherche à améliorer en fait la vie des gens. La plasturgie, c'est quoi? En fait, la plasturgie, c'est la science de l'étude des plastiques, des matériaux plastiques. Voilà. Oui. Tu vois, on apprend quelque chose maintenant. Et en même temps, dans cette lancée, je pense qu'on va directement aller par rapport à ton projet, la science et ingénierie des matériaux. Tu vas nous expliquer un peu en termes terre à terre. Tu vois, on pensait que c'était géologie, mais apparemment, c'est pas tant que ça. Tu vas nous expliquer en fait ce sur quoi tu travailles. Tu vas nous expliquer en des termes simples la problématique centrale et les compétences spécifiques qui sont liées à ce domaine. Et après, peut-être, on va revenir sur comment ça se fait. Bon, actuellement, ce que je peux dire, mon travail de recherche est beaucoup plus focalisé sur la valorisation des matériaux issus de la biomasse. Ce sont des matériaux renouvelables et l'objectif, en fait, c'est de les valoriser, de leur donner en fait une importance sur le plan industriel. Donc moi, je travaille sur ça. Et plus précisément, en fait, les fibres naturelles. Si vous voulez encore plus de précision, le CISA. J'ai travaillé sur le CISA. Le CISA, en fait, c'est une fibre qui est beaucoup plus utilisée dans les faux plafonds. Okay. Vous voyez, lorsqu'on fait des faux plafonds, il y a une fibre qu'on utilise en fait dans les faux plafonds. Donc, et dans l'étanchéité aussi des robinets. Okay. Tu vois, les plombiers, en fait, c'est-à-dire avoir des propriétés d'étanchéité au niveau des robinets, que ça sert pour qu'il n'y ait pas de... ça comme dans les joints. On fabrique les joints entre deux matériaux, on façonne ça autour et on s'attache et puis ça sert. Exactement, c'est la fibre là. Donc l'objectif, en fait, cette fibre, elle est beaucoup plus utilisée sur le plan artisanal. Oui. Donc pourquoi pas l'amener en fait sur le plan industriel et lui donner en fait une certaine valeur. Okay. Donc moi, mon projet, c'était un peu ça. Et pourquoi j'ai travaillé sur la fibre? Parce que tout simplement,
L'objectif, c'était que cette fibre remplace le coton dans le milieu textile. Parce qu'on a constaté que le coton, bien qu'elle soit une fibre naturelle, sa culture, ça consomme beaucoup de produits chimiques, ça consomme beaucoup d'eau. Tu vois. Et également aussi au niveau de la récolte, nous avons également des machines qui sont utilisées. Et quand on parle des machines, tout ça, on parle c'est-à-dire, on parle en fait du dégagement de CO2, tout ça, etc. Parce que c'est des machines qui utilisent de l'essence, tout ça, etc. Tu vois. Donc, pour trouver en fait une alternative à ça, pour nous, c'était de voir est-ce qu'on peut prendre la fibre des cisards pour remplacer le coton dans le domaine textile. Donc, effectivement, on l'a fait, on a obtenu de très bons résultats, on a fait des essais au laboratoire. Et franchement, ce que je peux dire, c'est que le coton peut remplacer et la fibre des cisards, pardon, peut remplacer le coton. La fibre des cisards peut remplacer le coton. Un détail à passant, tout ce qui nous suit, c'est justement ce genre de détails, de projets qu'on veut mettre en lumière au sein de l'art. On peut prendre l'exemple par exemple dans le contexte subsaharien de nos tisserands qui travaillent sur la fabrication des pagnes de manière artisanale, genre l'industrialisation de ces process au travers des projets de recherche. Comment est-ce qu'on peut industrialiser ce process un peu ancienne, traditionnelle de chez nous. Ça fait partie aussi des valeurs que nous voulons promouvoir au sein de l'industrialisation des process artisanaux ou traditionnels des différentes fabrications qui se font dans nos pays. Donc, une petite parenthèse pour dire que nous voulons promouvoir ces valeurs-là. Et donc, je trouve le projet intéressant. Et en faisant cela, c'est quoi les compétences que vous utilisez? Qu'est-ce qui entre en compte en fait? Donc, et en termes de compétences. En termes de compétences, oui. Bon, en fait, en termes de compétences, c'est très simple. Hein. Je pense qu'il faudrait avoir une base solide en chimie et en ce qui concerne les techniques d'analyse, parce que moi j'ai fait une licence en technique d'analyse chimique, donc toutes les techniques utilisées pour analyser une matière. Donc il faut avoir ces compétences-là. Et effectivement aussi la mécanique, parce qu'après tout aussi, lorsque vous fabriquez un produit, il faudrait le tester. Lorsque vous faites des essais sur un produit, et lorsque vous faites des manipulations. On fait comprendre que le son n'est pas clair. Je pense qu'on va se rapprocher. Donc je disais tantôt que pour pouvoir en fait avoir tous ces résultats, les compétences à mettre en jeu, il faut dans un premier temps la chimie. Et après, nous avons la physique. Et je peux dire également la mécanique des matériaux. Donc, toutes ces compétences, je pense avec les trois, c'est-à-dire de base, vous pouvez arriver à avoir des résultats très intéressants. Une question avant que, genre on parle de matière, matériaux, matériel. Tu peux nous dire en fait c'est quoi la différence? Pourquoi c'est important? Oui, en ce qui concerne cette différence, par exemple, une matière, on va dire, c'est tout ce qui a une masse. Et tout ce qui peut prendre un volume également. On peut donner l'exemple de l'eau, on peut donner l'exemple du bois, on peut donner l'exemple du sable. Donc c'est tout ceci que nous pouvons appeler, que nous appelons matière. Maintenant le matériau, c'est-à-dire c'est toute matière que nous pouvons prendre pour obtenir un produit. Donc du moment où, c'est-à-dire la matière, c'est-à-dire être dotée d'une fonction d'usage, on va l'appeler simplement matériau. Donc on commence maintenant à monter les autres matériaux de construction, matériaux de fabrication. Exactement. Donc, nous avons plusieurs types de... On va parler un peu plus haut pour que... Ok, moi j'ai une question par rapport à... Vous avez parlé les fibres de sésame. Oui. Les fibres de sésame. Vous avez parlé aussi par rapport au coton. Que le problème avec le coton, c'est que c'est la culture, c'est pas très... c'est pas très écologique. C'est pas très écologique et puis ça serait important d'avoir une alternative. Et maintenant, est-ce qu'il y a des champs de sésame? Déjà, ok. Moi j'ai toujours ce problème. Il y a le fabricant et le concepteur et il y a tout le value chain. Donc,
quand la recherche est déjà finie, et nous sommes déjà en train de dire au public qu'il y a une alternative. Mais est-ce que nous sommes prêts pour adopter cette alternative? Par exemple, dire à un parent de peut-être couper son champ de coton pour remplacer avec un autre truc. Le Mali, par exemple, l'un des premiers exportateurs de coton, ça donne la source de revenus et de livelihood à plusieurs personnes. Du coup, quand nous pensons déjà que ce n'est pas écologique, est-ce que nous avons aussi pensé par rapport à tous ces papas-là, tous ces mamans, toutes ces familles que les vies, les suivis dépendent du coton? Est-ce que nous avons évalué que, ok, est-ce qu'il y a une possibilité d'envoyer le sésame au marché? Est-ce que le sésame est naturel? Est-ce que c'est une ressource qui est déjà en Afrique et que nous n'exploitons pas, que votre technologie va faire pour qu'on peut maintenant exploiter au lieu du bois, on peut commencer à exploiter plutôt le sésame? Bon, pour essayer d'apporter un élément de réponse à votre question, ce que moi je dirais, c'est que bon, cette recherche n'a pas été faite au hasard. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une étude préalable qui a été faite, et c'est bien dans un contexte marocain. Okay. Nous connaissons par exemple le climat marocain. C'est un climat en fait plus ou moins aride, où actuellement nous sommes dans une période où le Maroc traverse vraiment un stress hydrique. Donc tous ces paramètres-là ont été pris en compte pour pouvoir proposer la fibre de sisal comme une alternative au coton. Et également aussi que le Maroc, ils ont une industrie textile. Et là, ils importent le coton pour pouvoir l'utiliser. Donc, proposer le sisal, qui est une fibre disponible sur le territoire marocain, et également aussi qui s'adapte à leur climat, de par sa culture, moi je pense que c'est une bonne combinaison. Oui. Donc ce sont ces études-là qui ont été faites. Maintenant, vous avez parlé du Mali. Oui. Le Mali également aussi, on peut dire que ils ont plus ou moins en fait un climat comme le Maroc. Tu vois, il y a par exemple, on a le désert au Mali, tout ça, etc. Donc c'est une fibre également aussi qui pousse comme ça dans des endroits sauvages, qui n'a pas besoin d'être arrosé ou quoi que ce soit, qui n'a pas besoin de produits chimiques, qui n'a pas besoin d'eau et qui s'adapte mieux dans des conditions arides. Donc moi je pense que proposer une telle fibre pour remplacer le coton. C'était très nécessaire de poser la question parce que notre travail en tant qu'art, c'est pas seulement promouvoir la recherche, mais aussi il y a des barrières de fond qui regardent what's next. Yes. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et ce que nous sommes en train d'amener, soit le chercheur va trouver un bailleur de fonds parce que son travail est innovatrice, ou un bailleur de fonds va trouver que, ok, on peut déjà commencer à songer à ouvrir ça parce que le Maroc songe aussi déjà à ouvrir les usines pour transformer le système. C'est pour ça que j'ai posé, parce que, bon, on dit the audience of one. The audience of one, c'est quand tu es en train de faire une présentation, tu es en train de faire n'importe quoi, tu fais comme s'il y avait quelqu'un qui est en train de regarder la personne qui va peut-être changer ta vie ou la personne que tu veux qu'il regarde ça. Donc quand je pose, c'est plus s'il y a cette personne qui est là, qui est en train d'observer qu'est-ce qu'il va investir en Afrique, qu'il sache qu'il y a un chercheur qui travaille sur ceci et qu'il y a des opportunités, il y a des ouvertures dans les pays africains qui sont écologiques, qui peut investir parce que maintenant tous les investissements doivent être écologiques. Nous savons déjà les impacts du changement climatique, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Justement, dans cette même lancée, on va peut-être poser cette question. Je le rappelle encore, la recherche, c'est le fait que ici tu travailles sur un projet qui est adapté au contexte marocain. Mais toi, actuellement, tu es togolais et camerounais, il y a des nationalités qui sont là avec nous. Comment est-ce qu'on peut adapter ton travail que tu fais ici? Prenons l'étude de cas au Togo. Quels sont les projets pour le Togo par exemple? Bon, en fait, au Togo, en fait, nous avons des fibres similaires, comme une fibre que je peux citer, issue des sous-produits agricoles. Par exemple, les fibres obtenues des noix de coco. Vous connaissez les écorces des noix de coco. Donc, c'est une fibre, c'est-à-dire en termes de composition chimique, qui a la même composition chimique que le sisal. Et là donc, si nous avons utilisé des procédés pour pouvoir traiter le sisal, obtenir des résultats, ce qu'on va faire c'est très simple, on va transplanter, c'est-à-dire cette technologie-là, et au niveau du Togo. En quelque sorte, en fonction de la localité, on saura quoi faire.
parce que tous ce sont des fibres naturelles. Et donc, voilà, il y a par exemple, la maison de mon père, on prend des cas pratiques. Mon père, sur la devanture de la maison de mon père, on a trois plants de notre coco, de 3 cocotiers. Voilà. Et lorsque la saison arrivait, quand on devait manger, on mangeait notre coco et puis l'emballage, donc on va la laver on jette, on brûle. Qu'est-ce que tu peux faire comme commentaire sur ça? En quoi est-ce que c'est une richesse, mais le fait qu'on ne le sache pas, fait qu'on le jette, on le brûle? Bon, en fait, donc c'est l'occasion pour toute personne qui nous suit. Justement. Je pense que c'est l'occasion de savoir que ce sont pas des produits à jeter. Et autrement dit, en fait, c'est plutôt une richesse à valoriser. On peut les valoriser. Donc, ce que moi je peux dire, tout sous-produit agricole est valorisable. Donc, à partir d'aujourd'hui, orientez-vous tout simplement vers ceux qui connaissent, ceux qui sont dans le domaine, pour peut-être vous conseiller de quoi faire avec ces produits. Et la plupart de ces produits, on a des gens qui les valorisent, mais c'est d'une manière artisanale. Tu vois, quand on fait quelque chose d'une manière industrielle, c'est calculé, c'est quantifié, c'est-à-dire on est vraiment dans une approche scientifique. Donc approchez-vous vers ceux qui connaissent et ils sauront quoi vous dire en fait en ce qui concerne la valorisation, tout simplement. En fait, tout ce qui nous entoure a une valeur. Exactement. Seulement, on ne le sait pas. Oui. Et c'est la recherche qui nous permet de savoir. Oui, les gens souvent ils parlent de déchets. Moi je dis mais il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Exactement. Mais moi ça m'amène dans une autre. Puisque moi j'ai fait la recherche sur le changement climatique. Et il y a un truc, il y a un propos que je pense que c'est le Nobel lauréate Richard Robertson qui a dit un jour quand il est arrivé à MSN, ici le laboratoire de matériaux scientifiques. Donc on lui a fait une proposition, on lui a montré, monsieur, voici les batteries, nous sommes en train de recycler les batteries et puis ça aide l'environnement. Il dit, mais ça coûte quoi de faire le recyclage? Ça coûte quoi? Parce que parfois on ne nous explique pas. On change une alternative pour une alternative, soit plus coûteux ou soit plus détruisant à l'environnement. Mais puisqu'on n'a pas encore évalué, puisque ce qu'on est en train d'utiliser, on peut évaluer, donc on peut dire, oh c'est chiant. Ce qu'on n'a pas encore évalué, on ne peut pas connaître. Est-ce que ce n'est pas un truc de frying pan to fire, comme on dit en anglais, tu quittes de l'huile pour entrer dans le feu? Est-ce que c'est pas ça? Quand tu parles de, ok, il y a ces déchets, on retire le déchet, on le transforme en un produit, mais en fait, l'énergie que tu mets pour transformer le déchet en produit, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, le sésame, vous avez dit en termes de coût, c'est ça? Oui, en termes de coût et en termes d'énergie, parce que quand nous parlons de transformation ou de fabrication de n'importe quel matériau, nous allons parler de l'énergie forcément. Et quand on parle de l'énergie, on va parler des énergies non renouvelables, les ODD. Exactement. De votre recherche, par exemple, vous avez parlé de l'importance pour l'économie et je comprends bien qu'il y a des choses que tu ne peux pas divulguer généralement. Exactement. Mais la réalité reste. Si tu fais un projet de recherche et tu proposes une alternative, tu dois aussi être capable de nous proposer quels sont les effets secondaires par rapport à l'autre. Parce que tout le monde le sait. Il n'y a pas de. Il y a le Newton's Law, action-réaction. Tu crées un truc, il y a quelque chose. Si tu crées un produit, il y a aussi les déchets qui sont sortis de là. Est-ce que nous sommes sûrs que les déchets qui vont sortir de là sont recyclables et nous, avant de sauter dans un truc, nous devons être sûrs parce que comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui veulent déporter votre prototype ou votre concept pour amener dans les pays. Et il y a cet aspect de copier sans bien regarder ce qui est. Et il faut qu'on est très ouvert à dire ok, ceci est très 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 bien, mais gars à toi, il y a tel endroit où vous devez bien regarder, sinon ça peut être mauvais pour. Justement, genre, pour rajouter à ta question, tu vas me répondre en même temps, genre les enjeux liés à ces matériaux en termes de durabilité sur l'impact environnemental. Bon, en fait, je pense que ça vient résoudre déjà un problème environnemental. C'est-à-dire que le coton pose. Déjà là, on va tenir compte, on s'est dit, bon, ok, si ces matériaux doivent venir résoudre un problème environnemental,
ne faudrait pas que lui-même, après son utilisation, cause en fait un problème. Donc, à cette question, moi je dirais que c'est un matériau qui est biodégradable. Oui. Tout comme le coton. Le coton, c'est un matériau naturel. Il est biodégradable. Le coton, il est biodégradable. Mais tout simplement, son problème, c'est au niveau de sa culture. C'est vraiment son problème. Donc, la consommation d'eau, tout ça, etc., tout ce que nous avons cité précédemment. Donc, du coup, ils sont de la même famille. Lui aussi, il est biodégradable. Et il a des avantages au niveau de la culture plus élevés en termes de considération environnementale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire tout simplement que c'est un matériau très, très prometteur. Peut-être une question. Oui, je pense qu'on peut passer aux choses un peu plus personnelles. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette notion de la richesse? Qu'est-ce que tu penses est la richesse? J'aimerais savoir la définition de chaque personne par rapport à la richesse. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui te garde dans la richesse. Tu as dit la soie. Mais il y a peut-être une définition que toi tu as donnée par rapport à la richesse qui te fait ne pas avoir peur. Je dis chaque fois, quand nous marchons en Afrique, beaucoup de personnes ont peur d'aller à l'école de un. Pas de la richesse d'abord. Je dis aller d'abord à l'école. Le fait d'aller à l'école. Dès que tu pars à l'école, dès que tu finis le diplôme là, tu dis oh, alhamdulillah, j'ai rangé du coup, je prends mon boulot et tout. D'abord, il y a cette résilience. Et moi, j'aimerais d'abord t'applaudir pour la résilience. C'est pas facile. Et tu as entamé un étape à l'autre, sans même te reposer. C'est pas du tout facile. Du coup, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es défini comme étant la recherche? Parce que tout le monde doit savoir, peut-être qu'on peut bénéficier de toi pour éduquer d'autres personnes à dire, c'est pas le rocket science. Bon, pour essayer de répondre à votre question, ce que moi je peux dire, c'est que la recherche, c'est l'art de résoudre des problèmes. C'est l'art. La définition déjà. Exactement. La recherche, c'est l'art de résoudre des problèmes. Lorsqu'on n'arrive pas à résoudre un problème, il n'y a pas de recherche. Oui. C'est-à-dire, dans un premier temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la recherche, vous allez utiliser des outils, des stratégies, si vous voulez, des méthodologies, pour pouvoir déceler un problème. Ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Oui, c'est quelque chose de très intéressant parce que lorsqu'il y a des problèmes, il y a en fait il y a de l'intérêt autour. Lorsqu'il n'y a rien à résoudre, il n'y a rien. Lorsqu'il y a des problèmes et qu'on cherche des solutions à ces problèmes, là c'est intéressant sur le plan économique, sur le plan évolution en fait de la société, etc. Donc là, ça c'est un peu la définition que je peux donner à la recherche. Donc maintenant, si on arrive à trouver des méthodologies pour pouvoir résoudre en fait ce problème, à la fin, il y a une satisfaction, c'est-à-dire en soi, qui nous anime. Je ne sais pas si vous avez déjà publié des articles, mais moi quand j'ai publié mon premier article, je ne peux pas t'expliquer la joie qui m'animait. Parce que en fait, c'était le fruit de ma recherche. En fait, je me sentais comme quelqu'un qui a contribué à quelque chose, qui a fait de telle sorte que les choses avancent dans son domaine. Je peux pas te le dire, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu publies un article, tu deviens immortel. Tu deviens immortel, justement. quand tu publies un article, franchement. Parce qu'un enfant, après 20 ans, peut venir commencer. Hier, j'étais avec un ami, il ramasse un article qu'on a écrit en 80 quelque chose. Pour citer l'année-ci. Qui veut dire la personne est peut-être morte depuis. Effectivement. Mais il y a quelqu'un qui a envie d'appeler son nom que non, ce type, il a contribué à faire quelque chose de très très intéressant. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui font que, bon, voilà, moi j'exhorte les gens à ne pas se contenter seulement de chercher en fait la raison profonde de leurs études pour pouvoir se trouver un chemin, et un chemin plus digne, un chemin qui fera qu'ils auront leur nom gravé dans la mémoire des gens, en ce qui concerne surtout les études. Qu'est-ce qui empêche les jeunes de regarder ça comme toi? Par rapport, du genre, tu es togolais. Sûrement, tu discutes avec d'autres personnes qui ne sont pas chercheurs. Oui, bien sûr.
qu'est-ce que tu penses? Quels sont les arguments que tu donnes par rapport? Intéressé par l'argent. Oui. Bon, ils sont. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est ce que je disais tantôt. Dans la vie, lorsque tu arrives à résoudre un problème d'une manière efficace, tu auras l'argent. Tu vois. Il n'y a pas de souci, on est intéressé, chacun a ses problèmes. Chacun sait le pourquoi en fait je m'oriente vers ce domaine ou bien je choisis tel profil au lieu d'un autre, tout ça, etc. Mais après tout, il faudrait s'asseoir et se poser de bonnes questions. Se dire, bon, que si je cherche l'argent, est-ce que moi je ne vais pas adopter un chemin qui va me permettre de résoudre des problèmes, c'est-à-dire qui ont un fort impact socio-économique pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que si tu résous un problème qui a un impact socio-économique très élevé, moi, tu auras de l'argent. Tu auras de l'argent. Et quels sont les mythes? Les mythes que les gens ont par rapport, qui sont faux. Les fausses mythes que les gens ont, que vraiment il faut que tous ceux qui sont venus suivent avec des pensées comme ça. Quelles sont les choses que... Et je pense que ce sont des choses... autour de la thèse. Oui, les choses que quand tu dis tu es doctorant, on dit ouh. Bon, en fait, on ne va pas se le mentir. C'est vraiment un parcours de combattant. Par exemple, vous m'avez dit que vous faites de la recherche. Vous savez un peu ce que c'est. Ça implique l'insomnie, ça implique tout ce qui va avec. Mais après tout, on a parlé également de, lorsque j'ai publié un article, la fierté qui m'a la satisfaction qui est en moi lorsque j'ai publié un article. Moi, je suis la seule personne à le savoir, pour dire qu'il faut le vivre, pour comprendre. Maintenant, en termes de mythes, ce que les gens pensent des doctorants ou bien des docteurs, c'est ok, si tu finis tes études, tu deviens professeur, tu deviens enseignant. Non, ça c'est un métier parmi tant d'autres. Tu vois, c'est un métier parmi tant d'autres. Tu peux être un docteur et t'orienter vers le consulting. Pourquoi? Parce que tu as des compétences, tu as des connaissances que tu peux transmettre. Tu connais quelque chose que tu ne connais pas. Tu connais quelque chose. Parce que bon, en fait, c'est un domaine d'expertise. Prends 3 ans, 4 ans pour faire une recherche sur une thématique donnée. Ça sous-entend qu'on connaît pas mal de choses sur cette thématique. Ça, c'est la première des choses. Secondo, on peut s'orienter vers la recherche et le développement. C'est-à-dire, tu as eu un produit qui a un fort impact socio-économique. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des industriels qui sont là. Aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal d'entreprises qui intègrent cette notion de recherche et développement. C'est-à-dire dans leurs entreprises, dans leurs départements. Effectivement, parce qu'ils ont compris que sans la recherche, l'entreprise ne peut pas avancer. Sans la recherche, aujourd'hui, tu produis, je ne sais pas quoi, des bols en plastique. Et tu es là en tant qu'industriel, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai trouvé un bon process pour produire. C'est que tu oublies, il y a des choses qui avancent. Il y a le monde qui avance. Donc, un jour, tu vas trouver en fait ta technologie, c'est-à-dire déjà, je ne sais pas moi, exactement, déjà famille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On intègre la recherche et développement pour pouvoir être à l'afflux, du moins pour pouvoir être connecté aux informations à temps. Et également aussi en termes de recherche technologique, qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours faire avancer les choses. Pour résumer un peu, côté entreprise, la recherche permet à l'entreprise de s'évoluer perpétuellement, de créer d'autres innovations. Exactement. Côté, déjà en tant que chercheur, quand même, il y a cette satisfaction qui est très importante, qui vient du fait que tu auras eu à contribuer en fait, au savoir, au monde scientifique. Tu auras eu à produire une connaissance. Et il y a cette notion du il y a également aussi il y a également un point que j'aimerais ajouter, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Justement. Un chercheur il peut s'orienter vers l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais ce que je peux faire des déchets, ce que les gens considèrent comme déchets. Je peux, c'est-à-dire les valoriser. Je peux faire sortir un produit nouveau pour pouvoir en fait, voilà. C'est pour ça que je disais tantôt que quelqu'un qui a fait de la recherche. La vraie recherche. La vraie recherche. On ne parle pas d'une recherche, voilà, tu fais de la recherche et puis tu gardes tout dans l'armoire, tout ça, etc. Non, tu fais de la recherche appliquée. Une recherche qui est bien orientée. C'est-à-dire exactement pour résoudre un problème à fort impact socio-économique. Tu peux t'orienter vers l'entrepreneuriat.
Pourquoi ça ne marche pas dans certains pays? Avant qu'on continue, j'aimerais rappeler à ceux qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions. Déjà, même, on peut vous donner l'opportunité, si vous voulez ouvrir votre micro, vous le faire en commentaire. Il suffit juste que vous levez la main sur le Meet ou bien vous posez vos questions sur le chat et on se fera un plaisir de vous faire participer. Il nous reste juste quelques 12 minutes. Je pense que c'était intéressant. Mais pourquoi ça ne marche pas? La question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas dans certains de nos pays? Je dis pas, le contexte marocain est tellement différent. Oui, c'est en Afrique, mais ça marche. On va dire plus ou moins ça marche. Pour mettre les choses dans le contexte, déjà, il y a quelques idées d'entrepreneurs que j'ai eu à noter déjà. On a parlé de la contextualisation de ton travail ici avec les noix de coco, l'exemple de ce qu'on peut faire avec les noix de coco. Déjà, on a parlé de l'industrialisation des process côté des tisserands, tout ce qui va avec. Et il y a plein d'autres idées d'entrepreneuriat qu'on a eu à mentionner. À sa question, pourquoi selon vous, ça ne marche pas? Bon, je pense que c'est dû au fait que les gens manquent, si vous voulez comme ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de personnel spécialisé dans le domaine pour savoir ce qu'il faudrait faire avec. C'est pour cela que je dis par exemple, ces fibres, c'est pas qu'il n'y a pas les gens qui ne les utilisent pas. Il y a des gens qui utilisent ça pour faire les cordes, les gens qui les utilisent. Mais du point de vue industriel, là quand on parle d'industrie, on parle dans un premier temps en fait de la science. Parce qu'il faudrait produire des choses vraiment, on ne va pas faire des choses au hasard. Donc là, quand on parle de la science, c'est-à-dire de la recherche, tout ça, etc., il faudrait avoir un background. Toute une équipe. Toute une équipe, non seulement toute une équipe, avec des connaissances et des compétences qui vont avec. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, peut-être, c'est parce qu'il n'y a pas les gens n'ont pas ces compétences-là ou bien ces connaissances-là. Aujourd'hui, quand tu pars par exemple chez moi, tu dis que bon, tu es ingénieur en matériaux, on se dit, bon, c'est matériaux de quoi? Mais parce qu'on pense qu'on connaît ce que ça veut dire. Exactement, c'est ça que je te dis. Quand tu parles de matériaux, il y a les gens qui se disent, c'est le fer. C'est le fer, il fabrique le fer. Est-ce que tu es un forgeron, tout ça, etc. Tu vois? Sans oublier soudeur, quoi. Sans oublier en fait que chaque temps. Est-ce que tu es un agriculteur? Qu'est-ce que tu fais quand même? Non, quand j'ai eu mon diplôme, je dis toujours ici en Afrique, moi je fais économie à l'école. Mais quand j'arrive, les gens m'apportent les problèmes des chèvres. Ma chèvre est malade, on fait comment? Le plat ne mange pas, on fait comment? Donc tu vois, tu ne peux pas dire que tu es économiste. Il va te dire, je m'en fous de ça. J'ai un problème. Oui, tu es dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Et peut-être aussi c'est important. Tu vois, c'est un peu ça. Par exemple, sans oublier que chacun, en fait, on est entouré par des matériaux. Aujourd'hui, par exemple, vous portez des lunettes. Oui. C'est fait à base, en fait, c'est le verre. C'est fait à base des matériaux. Par exemple, le sabre. Exactement, c'est fait à base du sable. Par exemple, on porte des habits. Il y a des habits qu'on peut faire avec du coton, à base du coton. On peut faire des habits également aussi. Donc, si on utilise un produit pour remplacer le coton, on peut faire en fait des habits à base de notre produit. À la fin, c'est un truc de mindset, quoi. Non, exactement. Je pense que c'est un truc de mindset. Il faut, en fait, ce que j'exhorte, je vais exhorter, en fait, c'est ce que les gens aillent, c'est que les gens cherchent à connaître, le savoir-faire. Il faut creuser. Tu vois, superficiel. Non, on n'est pas dans le superficiel. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que moi je fais partie des noix de coco pour sortir un habit, il trouve ça extraordinaire, il te voit comme voilà, un super héros, tout ça. Par contre, quelqu'un qui a la science, c'est pas quelque chose, c'est pas grande chose, tu vois. Donc je pense que c'est ce truc-là, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque, à mon avis. Peut-être pour chuter vers ta journée, pour des gens qui s'intéressent à la recherche, nos internautes, ceux qui nous suivent, qui sont motivés, qui se sentent inspirés par ton parcours. Est-ce que tu peux leur décrire une journée typique en tant que doctorant, dans la vie de doctorant, tes défis, comment tu les vis, le stress qui va avec? Oui, justement, c'est pour cela que je riais tantôt là. C'est le stress qui va avec. Ça, c'est très important. Bon, pour essayer de répondre à ta question, moi je dirais que
Par exemple, le matin, doctorant, ce qu'il peut faire, c'est de faire un peu pardon, la veille technologique, c'est-à-dire en ce qui concerne en fait, son domaine, de voir qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé, tout ça. Et pour le faire, il faut lire. Donc il est constamment en train de lire les articles, en train de chercher l'information. Il y a tout. Il y a tout dans le document, il y a tout dans le bouquin. Moi, j'exhorte les gens à lire. Donc ça, c'est ce qu'il peut faire. Après tout, s'il a des trucs à faire au laboratoire, il est au laboratoire. Parce que quand il lit, oui, c'est de faire l'expérimentation. Donc il rentre au laboratoire. S'il n'est pas au laboratoire, peut-être qu'il est en train de discuter de son travail avec son encadrant, de son encadrant, ou voilà, participer au congrès, tout ça, etc. Sinon, il ne peut pas faire une journée sans lire. C'est pas possible. Donc ça c'est haram. Ça c'est haram. Ça c'est si tu pas bien. Sans lire, ça c'est non, tu dois lire. Il faut lire. Déjà, tu ne lis pas, comment tu vas écrire? C'est la si question. tu ne lis pas, comment tu vas produire? Il faut lire. Il faut que tu lises. Okay. Je pense que nous sommes en train d'arriver au terme de cette session. Et s'il y a des questions. Et on veut vraiment vous donner l'opportunité de pouvoir vous exprimer, de nous dire ce que vous avez pensé de ce sujet, vos commentaires, vos questions. Donc, sentez-vous libre, comme je le disais, il faut juste lever la main et on vous donne la main pour que vous puissiez poser vos questions ou faire vos commentaires. Et en attendant, peut-être une question en attendant que les gens manifestent leur intérêt. Pour toi, c'est quoi la différence entre chercheur et un doctorant? Bon, pour moi, un doctorant, on peut dire que c'est un étudiant qui prépare en fait son doctorat sous la supervision, en fait, c'est-à-dire d'un professeur qu'on va appeler, c'est-à-dire un professeur universitaire qu'on va appeler un chercheur. Mais bon, voilà, un enseignant universitaire. Un maître. Bon, maintenant, un chercheur, c'est quelqu'un, c'est un professionnel qui a déjà fait ses preuves. Il a contribué à pas mal de choses sur sa thématique, il a publié des articles. Donc, il est confirmé. Le plus souvent, c'est un docteur aussi. Donc, pour résumer, en fait, c'est-à-dire un doctorant, c'est l'apprenti chercheur. On peut dire ça ainsi. Parce que lui également aussi, il est sur la foi. On peut dire qu'un doctorant, c'est l'apprenti chercheur. On peut le dire ainsi. Quand on est chercheur, est-ce qu'on est. On accouche certaines personnes, ils sont voués à devenir des chercheurs. Tu penses? Tu avais fait un commentaire par exemple qu'un chercheur, c'est celui qui cherche à résoudre des problèmes. Pas tout le monde qui veut résoudre des problèmes. Il y a des personnes qui veulent compter sur d'autres qui résoudent des problèmes. Est-ce qu'on est chercheur? Bon, après tout ça, c'est beaucoup plus lié à la curiosité. Si tu as un esprit de curiosité, je pense que tout ça, ça va t'amener à chaque temps fouiller, chercher à résoudre des problèmes, tout ça, etc. Pour toi, il n'y aura pas de blocus. Tu vas essayer chaque temps de surpasser tout ça. Après tout vient de la curiosité. Quand on parle de la curiosité aussi, il y a de la motivation. Il faut de la motivation. La curiosité avec une bonne motivation qui l'accompagne, je pense qu'on peut arriver à résoudre pas mal de choses et faire de belles choses, quoi. Apparemment, on a un public un peu timide. Le public, ils n'ont qu'à poser des questions. Et à la langue, vous songez quand? Vous n'avez pas encore soutenu, n'est-ce pas? Non, bon, je vais soutenir, si tout se passe bien, je vais soutenir en juillet. Donc, je peux dire que je suis confirmé chercheur. Voilà, c'est. Voilà. Ok, nous invitez le freestyle. Non, bien sûr, vous serez invité. Vous serez mes invités. Et vous avez des projets pour le futur? Parce que vous avez parlé, votre esprit est vraiment ouvert. Genre, vous êtes tellement ouvert d'esprit à voir toutes les opportunités qui existent. Est-ce que vous avez déjà vous avez déjà dessiné votre propre maquette de. Et en même temps aussi, il y a notre temps il ne reste que 2 minutes. En même temps, on va te donner l'opportunité de transmettre peut-être 1 minute un message à ceux qui nous ont suivis. Bon, en fait, pour essayer de répondre à sa question, moi personnellement, j'ai essayé de faire une étude en ce qui concerne mon pays. Donc, j'ai fait une étude sur un matériau particulier, les copeaux de bois.
Je connais les propos de voix. Donc, c'est un truc, franchement, chez nous, il utilise ça comme combustible. C'est pas toi, voilà. Donc, moi, c'est d'essayer, en fait, d'amener ça, de les valoriser sur le plan industriel pour en faire des produits. Bon, je vais essayer de faire le nom sur des produits. Mais que les gens sachent que, bien sûr, que les gens sachent que ça serait valorisé. Ouais. Voilà, ça serait utilisé. Comme une somme. Effectivement, Ouais. comme une somme. Il y a comme une somme. Bon, il nous reste 1 minute, notre réunion va se terminer. Jonathan, tu as posé une question, je ne sais pas si on aura le temps. Je suis élève ingénieur en géosciences et j'ai une question concernant les études doctorales et recherche. Est-il indispensable d'identifier un problème spécifique avant de s'engager dans ce type de cursus? Dans notre réunion finie, je pense qu'on pourra mettre en contact Jonathan et Inès après. Merci beaucoup pour la présence. Mais quand même, je pense qu'on pourra essayer de mettre en contact. Jonathan, tu peux nous envoyer un mail sur le mail de ARC et avec plaisir, on pourra te mettre en contact avec notre docteur, notre chercheur, docteur Soum chercheur. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, c'était intéressant. Non, franchement, merci à vous. Merci également pour le travail que vous faites pour le développement de l'Afrique. Vous vous souciez en fait de ce vieux continent pour que les choses puissent avancer. Vraiment, merci à vous. Merci à toute l'équipe de Africa Richesse Center. Et franchement, ça fait toujours plaisir. S'il y a des moments comme ça, s'il y a des moments pour partager, voilà, on le verra. Longue vie à